il y a beaucoup de sujets où on a des méconnaissances. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on a des idées préconçues. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs. Et le continent africain en fait largement partie. Le continent africain, c'est un continent qu'on connaît mal. On a du mal à connaître les différences entre les pays. D'ailleurs, on connaît mal le nombre de pays, simplement, qu'il peut y avoir sur le continent africain. Et pour parler de ce sujet, je reçois Odile Gorg, qui est une historienne, qui est une professeure émérite de l'histoire contemporaine africaine. Et on va couvrir justement les différences entre les pays, casser un petit peu toutes ces idées préconçues. On va parler de culture, on va parler de démographie, de rapport au genre, d'économie, d'écologie. Et vous verrez qu'en fait, il y a énormément de choses à comprendre sur ce continent, énormément de choses à savoir et qui me semblent, moi, évidemment, passionnantes. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Odile. Bonjour. On va parler ensemble de l'Afrique, mais surtout aujourd'hui des stéréotypes autour de l'Afrique. Je crois que l'un des premiers stéréotypes que l'on fait avec l'Afrique, c'est de considérer le continent et l'ensemble des pays qu'il constitue comme un pays. Et on ne fait pas trop la différence finalement, et on ne sait pas trop la différence d'un pays à un autre. Et on ne le ferait pas pour l'Europe, c'est-à-dire que pour l'Europe, on peut parler d'Europe, mais c'est vrai qu'on sait très bien la différence entre la France, l'Allemagne, la Finlande, le Portugal, enfin, ça n'a rien à voir. Et pourtant, pour l'Afrique, on ne sait pas trop les différences entre les pays. Oui. Alors effectivement, très souvent, les gens disent l'Afrique. Et comme vous venez de le dire, quand on dit l'Europe, on sait que c'est une construction politique, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Alors certains ont bien conscience que l'Afrique, c'est aussi une construction politique, qui est la construction du panafricanisme, donc depuis le milieu du 19e siècle, sous des avatars différents. Mais ensuite, très facilement, les gens vont vous dire les Africains ceci, l'Afrique ceci, sans avoir conscience de la diversité. Et surtout parce que les gens n'aient pas conscience n'est pas un problème en soi, mais sans se donner la volonté, la curiosité de chercher ce qu'il y a de différent. Alors, il y a une différence quand même que les gens font en général, mais d'ailleurs, ils ne les considèrent pas comme africains. Ils vont parler du Maghreb, des Arabes. Alors, les Arabes, c'est pas que le Maghreb, mais ils vont avoir tendance à parler des Arabes et des Africains. Donc, ils vont différencier en fonction de la couleur de peau, finalement. Oui, beaucoup. Alors, ça, c'est pour moi, c'est une problématique qui m'a intéressée, sur laquelle j'ai même fait des recherches. C'est-à-dire, d'où vient ce concept d'Afrique noire, qui, en fait, est un concept très français. On ne dit pas Black Africa, ou on le dit de manière très rare. C'est vraiment le résultat de la vision coloniale. Et puisque c'est un concept français, Afrique noire, qu'on est en train d'abandonner au profit d'Afrique subsaharienne, mais ça pose, on le voit tout de suite, un problème de définition, puisqu'on ne voit pas très bien où il y a le début du Sahara, la fin du Sahara. Et donc, c'est vraiment la façon dont la colonisation française, dans ce cas-là, a découpé l'Afrique, a vu l'Afrique. Alors, les Britanniques étaient gênés, je vais dire, par ce concept de Black Africa, parce que l'Afrique du Sud, le Kenya, sont peuplés, entre autres, de colons européens. Donc, si vous dites noir, vous excluez ces gens-là. Donc, eux, ils parlaient plutôt d'Afrique tropicale. Mais les Français ont effectivement construit cette idée d'Afrique noire pour la différencier du Maghreb. Et la différencier non seulement donc dans la gestion politique, puisqu'on sait que c'est pas tout à fait pareil, mais aussi la différencier dans les représentations. Parce que le Maghreb, ça véhicule quand même l'idée qu'il y a eu des États antérieurs importants, qu'il y a une culture. Et la notion d'Afrique noire ne véhicule pas la même chose. Et effectivement, lorsque je suis arrivée pour enseigner dans l'université Paris 7, on avait un laboratoire qui s'appelait Afrique Noire. Et j'ai contribué à changer, à enlever ce nom, parce que c'est le seul continent qu'on appelle continent ou sous-continent, qu'on appelle par une couleur qui n'a absolument, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Et il y a des différences majeures d'un pays à l'autre. Vous êtes spécialiste de certains des pays d'ailleurs. Voilà. Alors comme
tout historien, on a ce qu'on appelle un terrain ou un lieu de recherche. Donc moi, j'ai travaillé sur la Guinée et la Sierra Leone, ce qui déjà m'a donné un atout énorme parce que c'est du comparatisme. Et que effectivement, si vous allez en Guinée, vous allez trouver, et je caricature un peu, la baguette à la française, pour le pain qui s'est largement répandu à partir de la colonisation. Si vous allez en Sierra Leone, vous avez le pain de mie coupé en triangle. Enfin, vous avez voilà. Donc déjà là, c'est totalement différent. Mais ensuite, comme j'ai enseigné l'histoire de l'Afrique dans mon université, j'ai été obligée d'enseigner de manière large. On n'a pas de chaire de la Guinée ou de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique du Sud, enfin des pays qui représentent vraiment quelque chose d'important. Donc, on enseigne beaucoup plus large. Et moi, j'ai circulé un peu partout, donc j'ai une connaissance assez large, mais j'étais, on va dire, spécialisée Afrique centrale et occidentale, ce qui fait déjà un très gros morceau. Oui, c'est sûr. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de différences majeures d'un pays à l'autre? Bon, il y a des différences, je pense au Niger, enfin, il y a vraiment des différences très majeures, déjà d'une côte à l'autre, il y a des différences majeures d'un pays à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différences? Alors, les différences sont énormes, et comme vous le disiez tout au début, entre la Finlande et la Grèce, on voit tout de suite les différences qui sont déjà données par l'écologie, par le milieu, par l'environnement. C'est pas le même climat, c'est donc pas la même agriculture, et l'agriculture, c'est la relation sociale, comment on gère ou non les réserves. Donc des différences environnementales très importantes, des différences culturelles très importantes, des différences qui sont plus récentes, mais avec quand même des profondeurs historiques religieuses, puisque il y a eu l'importation des deux grands monothéismes, l'islam et le christianisme. Le judaïsme n'étant pas prosélyte, il est resté localisé à l'Éthiopie, où vous aviez une communauté là, dite Falacha. Donc des différences culturelles aussi, des différences énormes dont les gens n'ont peut-être pas conscience toujours, dans les rapports sociaux, entre des cultures qui sont très introverties, où on n'exprime pas, puis des cultures plus exubérantes. Les différences se marquent à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut prendre des exemples de pays parce que moi, en fait, j'en sais rien. Donc, du coup, Alors, moi, je vais prendre un exemple qui peut parler à des Parisiens, notamment. C'est lorsque on fait un peu l'historique des migrations. Hein. Donc, les migrations de populations venant de ce continent sont anciennes, certes, mais disons, elles prennent une ampleur depuis l'entre-deux-guerres et surtout les années 60-70. Les premiers travailleurs venaient essentiellement d'une partie du Sénégal, du Mali, et notamment des populations appelées Soninké, qui ont été les plus nombreux, hein, et qui étaient du côté de Château-Rouge, hein, du métro. Du métro Château-Rouge, et là aussi en généralisant, parce que faut avoir conscience, et c'est tout à fait normal, qu'à l'intérieur d'une société donnée, vous avez des différences de classe. Il n'y a pas d'égalité, on n'est pas dans l'idéalisme comme ça. Mais disons, globalement, c'est une culture plutôt discrète voilà. Si vous allez à Château-Rouge maintenant, vous allez être frappé par la place qu'occupent les gens dans le marché de gens et dans ces rues, et en particulier les femmes très présentes, alors je vais reprendre le terme d'exubérant. Et en fait, c'est une autre migration qui vient d'Afrique centrale, qui vient des Congos en particulier. Et c'est vraiment tout un autre rapport à la société, un autre rapport de genre. Hein. J'allais justement vous poser la question sur le rapport des genres, parce qu'effectivement, je pense que d'un pays à l'autre, c'est un rapport qui n'a pas grand-chose à voir, même s'il y a du patriarcat un peu partout, bien sûr. Mais... Voilà, alors on peut partir de l'idée que le monde a été patriarcal, voilà, quels que soient les domaines. Mais là, c'est une question intéressante que vous posez, parce que les colonisateurs, et là, britanniques, allemands, français, tout le monde, hein, venant d'une société patriarcale qui était en train de changer à la fin du 19e siècle, sont venus avec cette espèce d'idée qu'ils allaient sauver les femmes africaines,
qu'ils voyaient comme dominées. On voit souvent dans les textes anciens l'expression bête de somme. Parce qu'il est vrai que dans beaucoup de cultures, les femmes sont actives au niveau de l'agriculture, au niveau du portage, jouent un rôle très important. Et donc, il y avait cette idée qu'on allait sauver les femmes africaines sans avoir conscience que les hommes qui mettaient en œuvre cette politique étaient eux-mêmes dans un rapport extrêmement machiste, aussi un rapport qui renvoie à cette idéologie à la fois bourgeoise et chrétienne de la femme au foyer, etc. Et en appliquant leur politique, ils ont en fait privé les femmes africaines, selon les cultures, de droits qu'elles avaient ou de place qu'elles avaient dans le pouvoir, dans la religion, en voulant imposer leur propre machisme. Et pourtant, dans l'imaginaire blanc, ou en tout cas occidental encore aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de la femme noire encore un peu sauvageonne, qui persiste en fait. C'est ça qui est fou. Oui, alors c'est pas un stéréotype. Oui, c'est intéressant que vous disiez qu'il est répandu. C'est peut-être pas une idée à laquelle j'aurais pensé en premier, mais pourquoi pas. Mais ça, c'est clair qu'il y a eu une construction de la représentation des femmes africaines et de la sexualité, mais pas que pour les femmes. C'est toujours cette idée de la proximité avec la nature et donc la proximité avec une forme de sexe qui serait plus évidente, plus première, quelque chose de ce genre. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ça, qui ont fait une analyse que j'avais trouvée intéressante en confrontant les regards sur les femmes en Afrique du Nord et en Afrique au sud du Sahara, en disant que, en gros, comme les Africaines au sud du Sahara, et là ils généralisaient de manière éhontée, étaient nues, il fallait d'abord les couvrir par la civilisation, la mission, pour pouvoir les érotiser ensuite. J'avais trouvé cette approche assez intéressante, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur la nudité qui n'est pas érotique en tant que telle. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a des sociologues un sociologue en particulier qui s'est intéressé aux femmes aux seins nus sur la plage, qui disait qu'en fait, une femme qui fait seins nus sur la plage, par défaut, n'est plus érotisée. Et en fait, c'est très intéressant comme le regard peut changer entre les seins nus versus les seins couverts, en fait. Mais bon, oui, c'est tout... j'ai une anecdote intéressante à ce propos. Comme j'ai travaillé sur le cinéma dans différents pays africains, alors pas les films, mais aller au cinéma. Et j'avais fait un entretien avec un Sénégalais de Saint-Louis du Sénégal qui avait vu la Dolce Vita à Saint-Louis du Sénégal. Et bon, la scène de la fontaine de Trévi ne l'avait pas marqué plus que ça. Il vient ensuite, au début des années 60, comme étudiant en France. Il revoit le même film dans le quartier latin avec un public français et surtout un public d'hommes. Et il prend conscience de la portée érotique de cette scène. Et il me dit... moi, alors pas à Saint-Louis du Sénégal où les femmes sont couvertes, mais dans les villages, les paysannes pouvaient encore dans les années 60 être avec le haut dénudé. Les seins nus, ça ne m'évoque rien d'érotique, rien de... C'est intéressant. Voilà. Donc, il y a ce rapport de genre. Quels sont les autres stéréotypes parce qu'en fait, en France... on a une tendance à être un peu universaliste dans notre manière de voir les valeurs. J'ai fait un épisode là sur la Chine où en fait justement on explique à quel point il y a des différences majeures de perception des choses, par exemple de la masculinité ou de l'écologie. Et en fait nous on a tendance à être un peu universaliste dans la manière de plaquer nos valeurs. C'est quoi les autres stéréotypes qu'on peut avoir en France sur l'Afrique ? Je dirais déjà, il me semble que la majorité des Français n'ont même pas conscience ou n'ont même pas d'informations sur l'Afrique anciennement lusophone, anglophone. C'est-à-dire quand ils disent Afrique, et les représentations qu'ils ont sont aussi extrêmement limitées. Alors, il y a une représentation qui me semble importante, c'est la ruralité.
Et c'est lié à une autre représentation, l'Afrique comme étant le continent des girafes, des éléphants, etc. Alors que la majorité des gens qui habitent en Afrique n'ont jamais vu un animal de ce type de près ou de loin. Et ça, c'est vraiment des images qui sont entretenues par les agences touristiques qui organisent ce genre de voyage. Donc la ruralité qui est du côté de l'archaïsme, en fait. Les paysans, et là, c'est des stéréotypes qu'on a en Occident aussi, les paysans sont vus plutôt du côté du passé, enfin bon. Et donc, en mettant l'accent sur la ruralité, on oublie que maintenant, il y a à peu près 50% d'urbains en Afrique. Dans certains pays, c'est beaucoup, beaucoup plus, comme le Gabon, ce qui peut étonner, ou l'Afrique du Sud. Dans d'autres pays, c'est moins, bien sûr. Mais on oublie toute cette vitalité, alors qui serait du côté d'une modernité à l'occidentale, qui caractérise l'Afrique. Et en même temps, une autre chose, parce que vous parlez de ruralité, il y a énormément de modernité en Afrique. Il y a un certain nombre de pays où il se passe énormément de choses. Je pense à la blockchain, je pense aussi au modèle de fonctionnement des sociétés qu'on regarde maintenant, enfin en tout cas qu'un certain nombre de chercheurs regardent pour se dire peut-être que c'est là l'avenir. Et en fait, c'est pas du tout, je crois en tout cas, une image que les personnes peuvent avoir quand ils pensent au continent africain. Oui, absolument. Et on pourrait faire un petit détour par l'épidémie ou la pandémie actuelle, puisque divers pays africains ont connu Ebola. Et justement, il y a des chercheurs travaillant sur l'Afrique disant que, les Occidentaux sont venus soigner Ebola sans prendre en compte les pratiques locales, et qu'en fait, ils ont bien été obligés d'en intégrer, et qu'on aurait eu intérêt à exploiter ce que les gens avaient mis en place pour lutter contre Ebola, et notamment des formes de solidarité, des formes de gestion collective pour gérer le Covid. Ça n'a pas été fait parce qu'effectivement, comme vous le dites, l'Occident, l'extérieur, continue à avoir une vision surplombante, une vision on a des leçons à donner et pas des éléments à tirer de l'Afrique. Alors, il y a peut-être un autre élément qui a étonné les gens, mais qui est là plus dans la conscience des gens, c'est la rapidité avec laquelle les téléphones portables se sont répandus. Beaucoup plus vite qu'en Europe et avant l'Europe. Alors, on dira que l'Afrique est du côté de l'oralité. Alors, c'est vrai que le taux d'alphabétisation reste limité pour des raisons complexes. Et que le téléphone portable est devenu pour les gens non seulement un moyen de communication évident, donc souvent les gens vont avoir plusieurs portables, mais comme ils n'ont pas forcément l'argent, ils attendent qu'on les bipe et que voilà, ce n'est pas à eux d'appeler. Enfin, et puis très rapidement, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, ont été développées des façons d'utiliser le téléphone portable antérieurement plus moderne à ce qu'on a ici, et je pense notamment au transfert d'argent. C'est ça, le transfert d'argent, où alors c'est Orange en particulier qui a une position assez forte malgré tout Orange est concurrencé par des Turcs, par la Chine. Enfin, il y a d'autres. Oui. C'est vrai qu'on pourrait parler de l'impact de la Chine sur l'Afrique aussi. C'est un sujet qui est intéressant. Mais c'est vrai que, Orange, mais tous ces opérateurs sont quasiment devenus des banques entre guillemets, ce qui n'est pas du tout le cas ici en fait. Non. Mais il y a vraiment d'autres opérateurs et des opérateurs locaux. D'accord. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus voir ceci comme la panacée. Une chercheuse m'a parlé d'un programme qu'avait mis en place Bill Gates avec son mécénat et des moyens importants, mais qui, à nouveau, n'est pas, un mécénat neutre. C'était l'idée d'utiliser les téléphones portables pour la santé. C'est-à-dire de conscientiser les gens, et là c'était en particulier pour la santé maternelle et infantile, on met toujours les femmes et les enfants ensemble, ce qui est pour moi déjà problématique, et d'utiliser le portable
pour les conscientiser. Hein. Mais en fait, si on réfléchit, le problème, c'est pas que les gens sont pas conscientisés, c'est juste qu'il n'y a pas de dispensaire à côté de là où ces femmes habitent. Hein. Bien sûr. Donc voilà un usage venant de l'extérieur des téléphones et qui est dangereux. Enfin dangereux dans le sens où on demande au ministère de la Santé de mettre de l'argent dans ces programmes parce que le mécénat n'est jamais sans contrepartie. Bon, ça c'est... alors que c'est pas ça qui va développer l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est les structures de santé. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut se parler de différences, par exemple, entre la côte Est et la côte Ouest? Je pense, par exemple, à l'Éthiopie ou peut-être le Mali de l'autre côté, ou le Sénégal, peut-être. Et parler des différences qu'on voit d'un côté et de l'autre du continent? Alors, les différences sont énormes, à la fois côte Est et Ouest, mais on les a déjà à l'intérieur de la partie occidentale. Hein. Il y a pas d'homogénéité. Alors, ce qui permet parfois de généraliser, c'est que, comme en Europe, il peut y avoir des traits communs. Mais moi, par exemple, ce qui m'avait frappé, et je trouve que c'est important avec ce qui se passe, ou du moins les discussions autour de l'islam en France, j'ai connu l'islam par le Sénégal, par le Mali, par mes voyages donc dans ces pays. Et on voit d'emblée qu'il y a des pratiques très différentes. Et donc, lorsque j'étais allée à Zanzibar, être sur un marché où il n'y a aucune femme, ni vendeuse, ni acheteuse sur le marché, parce que c'est une société qui est islamisée depuis longtemps, mais islamisée avec des populations arabes qui se sont installées là et qui ont créé le sultanat d'Oman au milieu du 19e siècle et qui ont une pratique de l'islam qui fait que les femmes ne sortent pas. Alors, c'est aussi, ça c'est toujours la question très compliquée, qu'est-ce qui vient des cultures locales, qu'est-ce qui vient de ce qu'on attribue en fait à des impératifs religieux, c'est toujours très compliqué. Mais donc là, par exemple, c'est une différence énorme. Alors que vous allez dans n'importe quel marché, toute l'Afrique de l'Ouest, musulmanes, pas musulmanes, vous avez beaucoup de femmes elles ont un mouchoir de tête, elles portent comme nos mères à nous portaient des chapeaux. Oui, complètement. Voilà, une femme mariée se couvre la tête, mais il n'y a pas plus que ça, alors, en fait. Pas plus, sauf que avec des financements de l'Arabie Saoudite notamment, il y a des mouvements extrémistes islamistes, les wahhabites notamment, sous une forme donc très orthodoxe, très extrémiste, qui se sont répandus. Et si vous allez maintenant, alors en Guinée, ça m'a particulièrement frappé, vous voyez beaucoup de femmes totalement couvertes en noir, avec des gants, les gamines pareil, mais ce n'est pas quelque chose, je dirais, qui vient de la base, entre guillemets. On sait qu'il y a des financements qui sont donnés aux hommes, plus, bon, bien sûr, la religion comme recours dans un contexte économique très, très compliqué. Mais ce n'était pas ça, les islams qui s'étaient développés. Est-ce qu'on peut prendre j'ai pas mal de questions parce que, du coup, j'avais une question aussi sur l'impact, on en a parlé 2 secondes, mais de la Chine. Mais avant ça, je voulais parler, est-ce que vous pourriez prendre un exemple d'un pays qui est... Parce que on a tendance peut-être à envisager les pays africains comme tous, effectivement, mais ça nous arrange bien quelque part, pauvres, dans le besoin, voilà. Et en fait, j'aimerais bien qu'on prenne l'exemple d'un pays qui est, lui, particulièrement riche, en fait, où les gens vivent très bien. Alors, il y a l'Afrique du Sud, bien sûr, mais que je mets peut-être un peu à part. Et il y en a d'autres, en fait. Oui, alors les gens vivent très bien. Là, je pense que vous avez tout de suite conscience qu'il faut mettre beaucoup de bémols, c'est-à-dire que dans les pays qui ont un taux de croissance important actuellement, il y a des écarts sociaux énormes. Et ça, c'est une tendance mondiale. On voit la croissance des écarts. Et donc, effectivement, vous avez une bourgeoisie, alors on va appeler ça bourgeoisie pour faire vite, qui se développe avec villas, voitures, études des enfants à l'étranger, enfin, tous ces signes extérieurs. Et puis, vous avez des gens... donc, l'Afrique, des gens qui vraiment ont du mal à vivre. Et ça, l'Afrique du Sud serait un exemple. Mais pour reprendre votre question, je pense que ce qui est intéressant sûrement, c'est que comme la connaissance, lorsqu'elle existe, qui est très limitée, qu'ont les Français en général, se limite, ou du moins elle est cernée par l'ancien empire colonial, et que c'est pas là que vous avez les pays qui ont le plus fort taux de croissance. Alors il y avait le cas de la Côte d'Ivoire, on peut en parler après, mais
qui vit des problèmes aussi maintenant. Comme c'est plutôt, par exemple, du côté du Nigeria, alors qui est un pays extrêmement vaste, extrêmement peuplé, mais c'est... alors ça serait aussi le Ghana en partie, le Kenya, donc c'est les pays les plus dynamiques pour des raisons complexes, et qui ont donc le développement économique le plus fort et aussi le plus extraverti, le plus alors dans la diversité industrielle. Ce ne sont pas des pays de la colonisation française, c'est des pays dont on parle peut-être moins. Qui connaît le Nigeria alors oui, quand il y a des enlèvements d'enfants et... Oui, alors évidemment. Mais... Voilà, on en parle à ce moment-là. Est-ce que dans ce cas-là, c'est peut-être une question bête, mais il n'y a pas de question bête finalement, la colonisation française a eu un impact sur l'appauvrissement justement des anciennes, de ces pays-là? Ou est-ce que... Alors, les colonisations en général ont extraverti l'économie, c'est-à-dire qu'on exportait les produits agricoles ou miniers qui faisaient la richesse de ces zones et l'essentiel partait à l'extérieur. Donc ça c'est évident, et même si on a parallèlement créé des infrastructures minimales. Bon. Donc ce qui est clair, et c'est ce qui est intéressant pour les historiens, c'est que la façon dont fonctionnait le système colonial, qui est différent du français, britannique, etc., a marqué les sociétés, ce qui est absolument normal. Et enfin normal que ça laisse, si vous voulez, des marques, des traces. Et par exemple, moi, ça me frappe aussi quand on compare les anciens pays de colonisation française ou de colonisation britannique. Colonisation française, l'État joue le rôle central, avec cette idée de centralisation que nous subissons en tant que Français. Moi, je ne suis pas parisienne. Donc, la centralisation, mais aussi l'idée qu'il faut tout attendre de l'État, que c'est l'État qui va... régler les choses, qui doit régler... bon. Alors que je dirais que du côté britannique, où en fait l'État n'a pas le même rôle, a délégué souvent à des privés, à des missions, a certainement moins bridé aussi le dynamisme des entrepreneurs. On a un autre rapport. On n'attend pas, par exemple, l'emploi, les diplômés, la question de l'emploi des diplômés. Au Mali, au Niger, jusqu'à récemment, c'était vous faites l'université, l'État va vous employer. Or, ça a des limites, ce système. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'employeurs autres, il y a un chômage. Et je posais la question parce que, justement, pour faire le rapport avec la Chine, qui a fait énormément de commerce, historiquement, avec le continent africain, mais particulièrement sur la côte Est, évidemment, et qui sont les pays qui sont, a priori, enfin, pas tous en tout cas, mais en particulier les pays riches sont plutôt du côté de la côte Est, si je ne me trompe pas trop. Non, pas forcément, parce que vous avez toute l'Afrique centrale avec les mines. Et d'une certaine manière, avoir des ressources minières, c'est un peu une malédiction, entre guillemets, quoi. Vu la façon dont c'est géré, alors à la fois localement, parce qu'il y a quand même, il faut le dire, corruption des élites, détournement des élites locales, avec la complicité, le travail des compagnies étrangères. Ça, c'est évident. Et donc la Chine est présente partout où elle pense pouvoir trouver un profit. Je crois la grande différence entre la Chine et puis la France notamment, qui garde ce discours d'aide et de coopération et ce discours humanitaire, qui renvoie à une réalité, mais qui renvoie aussi à beaucoup de, on va dire, d'hypocrisie. La Chine, c'est franco, c'est-à-dire l'écologie, c'est pas mon problème, la démocratie, c'est pas mon problème. Je viens en Afrique pour vous apporter des ressources, pour faire du commerce, mais j'y trouve mon intérêt. Donc il y a un discours qui est clair. Mais il faut bien dire que l'intervention de la Chine sur le continent africain actuellement se place dans le contexte actuel où on est dans une privatisation de tout. Et c'est ça peut-être le grand danger de la présence chinoise avec l'achat des terres, la spoliation foncière,
qui risque de grever l'avenir, si vous voulez, en donnant des ressources actuellement, mais de grever l'avenir pour les générations qui viennent. Mais aussi, si je me trompe pas, la Chine achète beaucoup de ports, d'aéroports. En Europe aussi d'ailleurs. Hein, oui, voilà, Afrique, ce n'est pas que c'est un acteur économique fondamental maintenant dans le monde, avec un rapport effectivement de dominant-dominé. Qui, comme je viens de le dire, prend une allure un peu différente, mais ne change pas le fond du rapport inégalitaire. Donc, on a parlé de genre, on a parlé d'économie, on pourrait parler peut-être on a parlé aussi de modernité, on pourrait parler de démographie peut-être, et les différences, il y a sans doute des différences d'un pays à l'autre. Je sais que le continent africain, de manière générale, est plus jeune que le continent européen, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a des différences et a connu une croissance démographique très importante qui a démarré avec la colonisation. On peut dire le début de la colonisation, les conquêtes, etc. ont parfois abouti, surtout en Afrique centrale, à une baisse de la population, mais ensuite, avec le minimum d'infrastructures sanitaires, donc on a une augmentation de la population qui est très nette maintenant et qui continue sur sa lancée. Alors c'est vrai que certains observateurs étrangers ont vite fait de dire c'est parce qu'ils font trop d'enfants, enfin c'est l'autre stéréotype, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors c'est vrai, oui et non, parce que effectivement le taux de mortalité infantile heureusement a baissé et que les enfants, faut les nourrir, les éduquer, enfin bon. Mais si on regarde d'un pays à l'autre, il y a une baisse du taux de fécondité, donc le nombre d'enfants par femme, à part le Niger où ça reste encore très élevé, il y a vraiment eu ce qu'on appelle un début de la transition démographique. Et il y a des pays où le taux de fécondité, c'est 2, 3 enfants par femme. Donc la main-d'œuvre, c'est à la fois une ressource et ça peut être un frein. Ça dépend des politiques mises en place par ailleurs par les États. Donc, et quels pays, par exemple, ont des démographies qui sont plus réduites ? Le Gabon, manifestement, l'Afrique du Sud aussi, mais là, il faudrait voir selon les zones, comme c'est un grand pays, le Sénégal. Alors, de manière classique, on va voir on appelle ça le contrôle des naissances, dans les catégories bourgeoises, d'abord. Bien sûr. Donc, c'est des phénomènes sociologiques qu'on a vus ailleurs. Donc, on a parlé démographie. Quel autre sujet On n'a pas parlé de culture. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de culture. On n'a pas parlé de culture. Ah oui, or, ça fait partie... Oui, allez. Et en particulier, le cinéma, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Mais j'allais pas parler forcément de cinéma là, mais on n'a pas parlé de culture, alors que ça fait partie aussi des stéréotypes, comme je pense que vous devez le savoir, c'est-à-dire les Africains, ça danse. Oui. Et ça fait de la musique, forcément. Et ça fait danser. Voilà. Et il y a une phrase comme ça très connue de Patrice Lumumba, qui était donc le grand leader politique de l'ancien Congo belge au moment de l'indépendance, qui a été assassiné en janvier 61. Qui lui disait oui, les gens continuent de danser alors qu'il y a des problèmes politiques à régler, il faut que nous fassions autre chose. Bon. Donc il y a cette représentation qui renvoie selon les cultures, là aussi, et selon les catégories sociales, où on n'a pas parlé du tout d'esclavage et du rapport à l'intérieur des sociétés, qui reste parfois un rapport très hiérarchisé, même si le statut d'esclave est supprimé depuis plus d'un siècle, il reste, si vous voulez, des représentations. Donc, bien sûr, cette idée de musique et de danse et de tambour et de rythme, il faut la nuancer, mais il y a quand même effectivement une présence de ceci que l'on voit quand même en Europe de manière justement ambiguë, parce que à la fois l'Europe est devenue un lieu où on peut valoriser ces expressions musicales, chorégraphiques, etc. Et à la fois, ça renforce le stéréotype. Enfin, il y a les deux. Et on oublie du coup de parler de littérature ou de peinture parce que ça renvoie pas dans les stéréotypes. Et alors là, je pense il y a eu, donc il y a quelques années, une très belle exposition à la Fondation Cartier qui s'appelait Congo Beauté, qui a bien montré que il y a des productions culturelles anciennes, diversifiées, etc. Et actuellement, il y a une exposition qui s'appelle Kinshasa Chronique,
à la Cité du patrimoine, et qui montre cette modernité. On n'est pas dans les stéréotypes de la production culturelle. Et alors justement, si on parle de cinéma, vous êtes intéressé au cinéma en particulier au Mali ? Oui, alors moi je me suis intéressée surtout à la pratique d'aller au cinéma, mais et pendant la période coloniale en fait. Et donc pendant la période coloniale, à part l'Égypte, il y avait l'Égypte, un tout petit peu le Maroc, l'Afrique du Nord, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas de production de films africains en Afrique. Il y avait des films coloniaux, mais il n'y avait pas de films africains ou des toutes petites exceptions. Donc le développement des films se fait après les indépendances. Et de manière intéressante, mais là aussi ambiguë, c'est d'abord dans les anciennes colonies françaises que se développe la cinématographie parce qu'il y a le financement. L'aide, la coopération va financer. Or, bon, ça c'est, je dis ambigu parce que c'est vrai pour tous les créateurs. On vous donne de l'argent, on vous laisse une liberté, mais cette liberté, elle peut être en partie contrainte, quoi. Et c'est le cas maintenant aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au Nigeria, au Ghana et au Nigeria se développer plus tardivement les vidéos. Et alors, toute une industrie des vidéos qui a beaucoup marqué toute l'Afrique de l'Ouest parce qu'elle circule beaucoup. Et maintenant, des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal se mettent à produire également leurs propres vidéos, leurs sitcoms, beaucoup sur des thèmes de société, sur la polygamie, sur des sujets de ce genre qui interpellent les gens. Et vous parliez de l'esclavagisme et de l'impact que ça peut avoir encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu ? Alors, là aussi, on ne peut pas généraliser parce que les sociétés ne vivaient pas de la même manière le rapport à l'esclavage. Alors, on peut déjà dire que, en remontant très loin dans le temps, toutes les sociétés humaines avaient des rapports de domination avec certaines parties de la population, avaient des esclaves. Ce qui caractérise quand même les sociétés africaines, c'est d'avoir conservé le statut d'esclave. Et là, je ne parle pas de la traite extérieure, je parle de la structure sociale interne à l'Afrique, d'avoir conservé donc des esclaves jusqu'à la colonisation. Et justement, ça a été un prétexte paradoxal puisque c'est les Européens qui avaient fait la traite. Mais bon, ils avaient oublié, ils avaient trouvé facile d'oublier ça. Ça a été un des prétextes pour conquérir le continent dans les années 1860-80, c'est d'arrêter le commerce des esclaves à l'intérieur. Alors, il y a des sociétés qui fonctionnaient un peu comme la société romaine. C'est-à-dire, vous êtes esclave, on vous a franchi, 2 générations après, vous êtes comme tout le monde, plus personne ne connaît votre passé. Mais dans d'autres sociétés, et avec l'organisation lignagère, c'est-à-dire l'importance de la famille. Un esclave, par définition, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines, qui peut pas se rattacher à un passé très ancien, mais on pourrait supposer que la société le laisse se créer progressivement. Donc, ça crée des différences fondamentales, mais qui sont des différences entretenues. Et donc, dans des sociétés qui sont surtout les sociétés d'Afrique de l'Ouest, et en particulier de la bande sahélienne, mais pas uniquement, l'esclavage, le statut d'esclave a été aboli par les colonisateurs, quelles que soient les colonies, à la fin du 19e, ou je parlerai peut-être rapidement après d'Albert Londres, ou au début du 20e, mais dans les sociétés, dans les représentations, un siècle après, on sait toujours quelle famille descend d'esclaves, quelle famille descend de maîtres, de l'aristocratie, si vous voulez, et ça continue à peser sur les relations sociales. Donc ça, c'est une pesanteur très difficile à modifier. Enfin, il faudrait un travail d'éducation, enfin de conscientisation, etc. Et est-ce qu'il y a un rapport à la couleur de peau
malgré tout, parce qu'on voit beaucoup de blanchiment de peau, et il y a des conceptions de la beauté qui sont différentes d'un continent à un autre. Est-ce que la blancheur relative, en tout cas, de peau peut avoir un rôle? Alors, pas dans les sociétés anciennes. Et la question du blanchiment de la peau est une question extrêmement intéressante qui, effectivement, parce que c'est une autre représentation, c'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on est en Afrique, blanc veut dire européen. Or, blanc, ça renvoie souvent à d'autres choses qui ne sont pas liées à la domination par la traite et la domination par les... Ça renvoie, par exemple, beaucoup à du spirituel. Au Gabon, par exemple, vous avez des masques d'esprit, de la mort qui sont peints ou badigeonnés de kaolin, qui sont blancs. Mais ce sont des esprits, c'est pas l'européen, c'est pas ce modèle-là. Alors, bien sûr, la colonisation, avec la domination de gens qui ont la peau blanche, essentiellement, a renforcé ce stéréotype. Mais l'origine est souvent très, très ancienne. Et on voit bien qu'on trouve des cultures où le blanchiment est favorisé, au Japon, en Chine, alors qu'il n'y a pas de domination coloniale. C'est un vrai problème maintenant, parce que comme on le sait, c'est des produits extrêmement nocifs pour la peau. Alors moi, ce que je trouve intéressant aussi, parce que j'ai eu une étudiante qui a fait un master sur ça, donc on a travaillé sur ce sujet, c'est que c'est très genré. C'est-à-dire c'est surtout des femmes. Les hommes ont une vision des femmes dont ils apprécient une couleur plus claire. Alors on m'a parlé récemment d'autres pays où les hommes se blanchissent aussi la peau. Ce n'est pas le cas dans la majorité des sociétés africaines, ce sont les femmes. Et donc, ça pose quand même le problème là, des relations de genre et des représentations. Moi, ça me frappe, par exemple, quand on voit certains clips de chanteurs, eux peuvent être très foncés, mais les femmes qu'on fait danser autour d'eux sont souvent claires. Ouais, claires, métissées ou effectivement. Et si on prend les épouses de certains chefs d'État, je viens de revoir, là, il y avait une grande affiche rue de Vaugirard de Chantal Biya. Effectivement. Métisse, certes, mais qui accentue le blanchiment, quoi. Vous parliez d'Albert Londres. Est-ce que vous voulez revenir dessus ? Alors, parce que Albert Londres, donc ce journaliste incroyable, a été en Afrique pour la première fois en 1928 parce qu'il a appris que la Grande-Bretagne abolissait l'esclavage en Sierra Leone. Et lui, il s'est étonné quand même en 28. Et du coup, il a écrit un livre qui est fantastique, qu'il a appelé Terre d'ébène, et qui montre une vision extrêmement cynique de la colonisation des pays. S'il a ce style, et par exemple, c'est une expression qui a été conservée après, il décrit les travailleurs du chemin de fer. Alors c'est au même moment, dans les années 20, que la France faisait construire le Congo-Océan, donc le chemin de fer qui va de l'océan à l'intérieur du Congo-Brazzaville, avec un taux de mortalité énorme, notamment parce qu'on a fait venir des travailleurs du Tchad. Alors, je ne sais pas si vous voyez d'abord le nombre de kilomètres, mais aussi les différences de climat, de nourriture, enfin. Donc, les gens mouraient comme des mouches. Et ça a d'ailleurs suscité un autre ouvrage, Retour du Congo, par André Gide. Et donc, quand il décrit ceci, il parle du moteur à banane. C'est-à-dire que, donc c'est très cynique, en disant on n'a pas besoin d'apporter des pioches ou de la mécanisation pour construire le chemin de fer. On utilise les êtres humains qu'on nourrit, alors c'est bien sûr métaphorique, avec des bananes. Mais c'est ce qui va justifier le fait qu'on ne mécanise pas des travaux qu'on pourrait très bien mécaniser. Creuser des tranchées, etc., parce qu'on a cette main-d'œuvre qu'on sous-paye et qu'on exploite. Et puis surtout, on considère la vie comme... la vie n'est pas, pas importante. C'est ça, la vie n'est pas importante. Ouais.
Donc, ce qui pose d'autres problèmes. Au départ, quand ils ont construit cette voie ferrée, ils mettaient, alors je ne sais pas si c'était une croix ou un autre symbole, pour les décédés. Et puis, ils ont vite arrêté parce que ça en faisait trop. Il y a un sujet aussi que je voulais aborder qui était l'écologie. J'ai une très bonne amie qui s'appelle Ina Modja, qui est une chanteuse du Mali qui a participé dans un documentaire qui s'appelle The Great Green Barrier, donc la grande barrière verte, où en fait ils essayent justement de au niveau remettre, du Sahel. Exactement, où ils essayent de remettre, de replanter des arbres, ou en tout cas, voilà, de recréer de la biodiversité. Est-ce qu'il y a une différence d'un pays à l'autre sur l'appréhension de la nature et de l'écologie? Alors je dirais forcément oui, parce que le milieu vous interpelle de manière directe ou non. La thématique, par exemple, vous avez parlé de la barrière verte. Il est clair qu'au Sahel, au Sénégal aussi, on a des plantations d'arbres. Elle a un sens immédiat. Si vous êtes en Afrique centrale, c'est pas la thématique la plus importante. Alors je crois que là, il y a un problème de, si vous voulez, d'idées de proximité de la nature, que les paysans ont dans la majorité des sociétés, et puis les impératifs de la pauvreté. Par exemple, les gens qui luttent contre la déforestation, ils sont confrontés à des paysans ou des artisans, enfin, un autre terme, qui vont faire du charbon de bois, donc qui vont déforester, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Ils n'ont pas d'autres moyens de voilà, faire de l'énergie. Donc, c'est pas que l'écologie, c'est un luxe, mais c'est que l'écologie doit être pensée globalement par un État qui met en place d'autres politiques. Et c'est là une question d'éducation. Alors, au Burkina Faso, il y a des paysans, des coopératives qui essayent justement de venir sur le marché européen pour vendre leurs produits, mais ça suppose vraiment la mise en place de toute une chaîne production, commercialisation complexe. Super. Merci beaucoup, Odile. J'ai une dernière question que je pose toujours donc, sur ce podcast qui est: à quoi vous voudriez ouvrir ou claquer la porte? Alors, ouvrir, c'est faire prendre conscience aux gens qu'il faut être curieux et qu'il ne faut pas en rester justement à du vernis. Et on a les moyens maintenant de pousser les gens juste à se poser des questions. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le VLAN, ça serait justement contre tous ces stéréotypes qui continuent. Et en fait, il y a une espèce de paresse. On n'essaye pas d'aller voir plus loin. Et c'est particulièrement vrai pour l'Afrique. Personne n'aurait des stéréotypes comme ça aussi négatifs pour l'Asie, par exemple. On a d'autres images qui nous viennent dans la tête. C'est vrai. Voilà. Vrai. Merci beaucoup, Odile. Merci. Merci d'avoir écouté VLAN. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.